Alors, je vais procéder comme d'habitude en trois parties. Les questions d'intérêt départemental, on va commencer par là. Puis les questions nationales et compte tenu de la situation mondiale aussi, les questions internationales. Alors, sur le département, je voudrais d'abord vous dire avec un peu de gravité que je crois que l'avenir des départements reste potentiellement menacé. J'avais noté des déclarations pendant la campagne électorale ou avant, émanant notamment de membres de l'UMP, mais pas seulement, disant que le département c'était l'échelon de trop, qu'il fallait les intercommunalités et les régions. Et je vois que dans le cadre de la compétition pour la présidence de l'UMP, M. Fillon a dit qu'il fallait fusionner les départements et les régions. Mais ça n'est pas uniquement à droite qu'il y aura ces tendances-là, il y a des visions technocratiques, citadines. Si la loi pouvait permettre deux poids, deux mesures, après tout, dans les zones très urbaines, on ne sait pas qui est le conseil général, ça pourrait être la commune, la communauté de communes, la communauté d'agglo, mais en milieu rural, je n'ai pas besoin de vous faire un tableau, vous savez comme moi que s'il n'y a pas le conseil général, les petites communes et même les intercommunalités seront en grande difficulté, sans parler des services rendus à la population. Mais je voulais dire cela parce que je crois que cette menace est toujours présente, qu'il y a toujours de bons esprits parisiens qui penseront qu'on peut faire des économies en la matière, ce qui serait surtout une régression du service aux habitants. Alors cela dit, la bonne nouvelle quand même, dans l'immédiat, c'est que cette fameuse réforme territoriale contre laquelle je m'étais battu avec l'ensemble des conseillers généraux, je tiens à les remercier de leur solidarité, avec beaucoup d'élus de tous bords politiques, qui était une absurdité, cette réforme territoriale est abrogée, le conseiller territorial est abrogé, donc on continuera à avoir dans notre département 30 conseillers généraux. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas du travail à faire pour rationaliser, être plus efficace, simplifier, être plus lisible, et j'y souscris évidemment tout à fait. Madame Lebranchu a annoncé qu'un texte pour une nouvelle étape de la décentralisation serait présenté d'ici la fin de l'année. Je me demande s'il n'est pas un peu optimiste vu l'agenda du gouvernement, mais en tout cas ça veut dire que le gouvernement est prêt à aller vite. Et il faut en effet, indépendamment de la question des échelons territoriaux, avoir présent à l'esprit qu'on ne gouverne bien que de près, qu'on ne gouverne bien quand on est près des habitants et qu'on s'explique avec ceux à qui on rend des services publics et on doit des comptes. Que la décentralisation, après un siècle où on en avait parlé, dû à François Mitterrand, à Gaston Defferre, à Pierre Mauroy, et puis qui a été prolongée par la suite, est une des réformes les plus décisives pour notre territoire et qu'il n'y a pratiquement que des avantages. Et donc il faut une nouvelle étape si on veut être efficace, par exemple sur les questions d'emploi. Moi je suis évidemment partisan que les régions, et notamment leurs présidents, non seulement, comme on dit dans un langage un peu pompeux, participent à la gouvernance de nouvelles banques publiques, mais qu'ils en soient à la tête. Ou alors il faut un chef d'entreprise, pas un banquier, pas un fonctionnaire, pardonnez-moi, mais si on veut que ça marche. Il faut que les régions ne soient pas constamment en débat avec l'État. L'État, il est le garant des grands équilibres, de la solidarité, de la péréquation, de la justice. Mais l'action en matière d'emploi, de formation professionnelle, d'économie, sur la tête les régions qui sont pilotes. Et là, on fera des économies. Il n'y a pas besoin de garder de lourds échelons territoriaux de l'État en région, qui pour une part doublonnent le travail qu'essayent de faire les représentants de l'État dans notre département, et pour une autre part, sont en concurrence avec la région. Et puis le maître mot, je ne suis pas le seul à le dire, vous m'entendez le dire, mais c'est plus vrai que jamais, parce que c'est là où on peut faire des économies, et peut simplifier la vie des gens, c'est en effet simplifier les procédures. Je connais les difficultés, je sais ce qu'on va objecter à ce que je vais vous dire. Je reste persuadé que l'objectif doit être, quand il y a des financements croisés, comme on dit, c'est-à-dire plusieurs financeurs pour un même projet, communes, interco, département, région, État quand il le reste, et Europe, il faut qu'on arrive à une procédure unique, un guichet unique, un dossier unique et un payeur unique. On ne peut pas empêcher les financements croisés. C'est la difficulté qu'a connue la précédente majorité. Décréter que chacun s'occupe exclusivement de quelque chose. Au nom de quoi voulez-vous interdire à une commune de vous occuper de questions sociales sous prétexte que c'est le département, ou le contraire? Qui doit être le seul compétent en matière de culture? Évidemment, il y en a plusieurs, en matière de jeunesse, en matière d'environnement. Donc, la contrepartie de ce que je dis, c'est qu'il faut aller vers cette simplification. Est-ce que ce sont les propos que vous allez reprendre demain Bien sûr, enfin, demain on n'a pas un temps énorme, je vais intervenir surtout sur la fiscalité, mais c'est tout à fait ce que je pense, ce que je dis et ce que je dirais. Et ce que j'ai déjà dit d'ailleurs au gouvernement, mais je continuerai à le faire avec beaucoup d'autres.
Deuxième point, avant de venir à nos dossiers proprement locaux, c'est une évidence, mais je dois la rappeler, comme ce sera rappelé demain dans les assises qu'organise Claude Domézel pour le Sénat, les difficultés financières, évidemment, demeurent. Ça n'est pas parce qu'il y a un changement de gouvernement que, brusquement, comme ça, la dette est effacée, les déficits sont supprimés, l'argent coule à flot. Et donc on ne doit pas se faire d'illusions, les choses resteront difficiles pour les départements, même si nous continuons à estimer que le gouvernement soit de droite ou que le gouvernement soit de gauche, qu'il faut que sur les prestations sociales, nationales, décidées par la nation, il y ait une meilleure compensation. On va se battre pour, mais entre nous, je ne suis pas extrêmement optimiste, en tout cas pour les 2-3 prochaines années, mais c'est une revendication que nous devons poser, parce que je lisais encore que 35 départements au moins ne savent pas comment ils vont boucler leur budget. Alors nous, heureusement, et je crois que c'est grâce à la politique que nous avons menée, avec d'ailleurs un soutien large, pas d'augmentation d'impôts depuis des années, pas d'aggravation de la dette, au contraire, économie partout, meilleure gestion, meilleur fonctionnement, nous pourrons continuer. Nous pourrons continuer avec un haut niveau d'investissement, nous pourrons continuer avec un haut niveau de solidarité. Mais ce sera difficile pour nous comme pour les autres, bien entendu. Alors à ce sujet, c'est-à-dire la bonne gestion ou la mauvaise gestion des collectivités locales, je voulais aussi faire référence à un article que certains d'entre vous ont peut-être vu, mais c'est tout frais, c'est dans Le Point de cette semaine, et ça s'intitule « Le scandale des collectivités locales ». C'est un grand classique, ce qu'on appelle souvent dans votre métier les marronniers. De temps en temps, il est de bon ton de critiquer, de dénoncer les scandales qui seraient commis par les collectivités locales et la mauvaise gestion. Qu'on s'entende bien, il y a des décisions absurdes, il y a des fautes de gestion. Je ne suis pas en train de dire que tout élu, parce qu'il est un élu local, communal, départemental ou régional, est vertueux par nature. Mais pour ça, il y a des procédures. Il y a le contrôle de l'égalité de l'État. Il y a le contrôle de la Chambre régionale des comptes. Il y a le contrôle des citoyens, qui exige de plus en plus, et à juste titre, de la transparence. Il y a le contrôle de la presse, qui est encore, pour une part, libre dans ce pays. Donc, cette espèce d'opprobre généralisée me paraît extrêmement choquante, scandaleuse et injuste. Alors, juste un exemple, parce qu'on nous cite, les dépenses de personnel. L'hebdomadaire Le Point distingue les bons et les mauvais élèves sur la base des dépenses par habitant. On est toujours dans la même logique de la pensée dominante. Dépenser, c'est mal, du moins quand c'est une dépense publique de l'État ou des collectivités locales. On ne regarde pas les besoins, on ne regarde pas les services rendus, on ne regarde pas l'efficacité du service rendu. On dit ceux qui dépensent plus que les autres ont forcément tort. Et notre département est épinglé, mais pour moi c'est un honneur, d'être au 89e rang, donc parmi les 12 plus mauvais élèves, avec une dépense de 264 € par habitant. Or, en réalité, quand on regarde, dans les mauvais élèves, comme ils disent, 11 sur 12 sont des départements ruraux. Et c'est pas par hasard. Nous avons des charges spécifiques qui, par rapport à un nombre d'habitants limité, sont plus fortes que lors des départements urbains. En termes de voirie, par exemple, je crois que nous dépensons 15 fois plus par habitant que les Bouches-du-Rhône. Nous avons 2563 km de voirie. Nous avons 1222 ponts, 21 tunnels. Nous avons la viabilité hivernale. Nous voulons maintenir les centres d'intervention de manière décentralisée, les centres médico-sociaux, les petits collèges. Et puis nous avons souvent des dépenses sociales plus élevées parce qu'il y a du chômage et parce que la population est âgée. Donc je récuse absolument cette critique. J'y répondrai d'ailleurs par une lettre à l'hebdomadaire que je rendrai publique. Encore une fois, il ne s'agit pas d'exonérer toute collectivité de toute responsabilité, tout élu de toute responsabilité. Il y a des fautes et des abus, il y a même parfois des scandales. J'aimerais par parenthèse qu'on dénonce, ce qui n'est pas toujours le cas, notamment du côté de certains magazines économiques, les scandales du privé, les scandales de la gestion de certaines entreprises privées, les scandales des avantages que se consacrent les dirigeants au lieu de faire porter toujours l'opprobre sur le public. Le privé c'est bien, le public c'est mal. Non, le public c'est important, le privé on en a besoin aussi, mais il n'y a pas les bons et les mauvais par nature. Je rappelle donc que nous n'avons pas augmenté les impôts depuis 2005, que nous avons, parce que ça aussi, la bonne gestion c'est forcément de diminuer les effectifs, comme l'a fait le gouvernement de droite. Nous avons stabilisé les effectifs depuis 3 ans. Nous avons besoin de moins de 3 ans d'épargne pour nous désendetter. Il ne faut pas oublier, je le disais tout à l'heure, bonjour, que l'État nous doit de l'argent, État de droite ou État de gauche.
Depuis 2002, il y a 97 millions d'euros qui, selon nous, auraient dû être versés au département. Eh bien, je crois que c'est une bonne gestion, comme je le disais, et nous avons été inspectés par la Chambre régionale des comptes. Je ne sais pas encore ce que sera le rapport définitif, mais on verra bien si la Chambre régionale des comptes estime que ce département est bien géré ou pas. Et sans trahir ce qui commence à s'écrire, je suis optimiste sur ce sujet-là. Voilà, alors sur les grands chantiers du département, on retrouve toujours un peu les mêmes choses. D'abord, un grand chantier qui va s'ouvrir, les emplois d'avenir. Nous avons toujours eu ici, dans ce département, une politique de contrats de CAE, de contrats d'aide à l'emploi, parfois en complément du RSA ou du RMI à l'époque, parce que nous considérons évidemment que l'avenir de l'insertion des personnes en difficulté, jeunes ou moins jeunes, handicapées ou pas, passe par l'emploi. Et c'est pour ça que pour nous, la valeur travail est importante, contrairement à ce que j'entends ici ou là. Importante parce qu'on se réalise, importante parce qu'on gagne sa vie, importante parce qu'on est indépendant. Donc, malgré les difficultés, quand je dis 250 contrats, ça veut dire que ce n'est pas nous qui avons directement embauché des gens, mais soutenu et aidé financièrement des associations ou d'autres collectivités. Donc, nous comptons bien, nous aurons l'occasion d'en débattre, nous engager fortement dans les contrats d'avenir. Sous quelle forme? Il est un peu tôt pour le dire. Nous ne connaissons pas le nombre d'emplois d'avenir qui seront répartis régionalement puis départementalement. Nous avons compris que la rémunération devrait être prise en charge à 75%, c'est-à-dire à hauteur d'à peu près 1070 € par mois par l'État, et donc resterait à la charge des collectivités, en l'occurrence du Conseil général, à peu près 300 € par mois. Donc nous sommes prêts à nous engager à fond là-dedans, malgré le coût qui n'est pas complètement négligeable. 300 € par mois, ça fait 3600 € par an, multiplié par, je ne sais pas, 100 emplois, si vous pouvez en avoir, ça fait beaucoup. Mais nous le ferons avec un souci, c'est d'évaluer les besoins. Nous les évaluerons de manière transparente et nous regarderons avec les associations, avec les communes. Notre première réaction est de nous dire, c'est peut-être pas, surtout si on a des personnels qui ne sont pas extrêmement qualifiés, on parle du niveau au maximum bac, peut-être là où ils peuvent le mieux se réaliser, le mieux se professionnaliser, être le plus utile, c'est dans les services auprès des gens, dans les maisons de retraite, dans les établissements pour handicapés, dans les ADMR, plutôt que directement dans les services du Conseil général. Mais enfin, on ne l'exclut pas, on va s'y engager. Je suis heureux que le gouvernement, le président lui-même, ait annoncé que les premiers contrats pourraient être signés avant la fin de l'année. Deuxième sujet qui rejoint un peu le premier, nos politiques de solidarité qui sont... comme on dit aujourd'hui, avec les collèges et les routes, le cœur de nos responsabilités, le cœur de métier, comme on dit dans le privé. Nous travaillons, vous le savez, en bonne intelligence avec l'État, avec les caisses de sécurité sociale et avec les associations et les communes, les intercos, sur le schéma départemental des personnes handicapées, le schéma départemental des personnes âgées et de la vieillesse, le schéma départemental de l'enfance. Travail sérieux, travail approfondi, travail partenarial. Si on observe ce qui a été fait ou ce qui va être fait, il y a un point commun que je voulais dégager devant vous, c'est l'idée qu'au-delà des besoins quantitatifs, qui évidemment existent, encore qu'inégalement, suivant les domaines et suivant les secteurs, la priorité pour nous doit être et sera de coller au plus près des besoins de la population. Autrement dit, de ne pas forcément répéter des formules ultra classiques, des établissements standardisés, normés, mais d'avoir des formules plus souples, des formules de type foyer-logement pour les personnes âgées, des formules de type progressif, des services de suite pour les personnes handicapées, là où c'est possible, des hébergements en petit nombre, de façon à favoriser l'autonomie des personnes et à ne pas multiplier, même si elles sont de qualité, les structures lourdes. Autre chantier classique, bien entendu, les collèges. Nous continuerons, parce que c'est notre responsabilité et notre engagement, nos efforts pour la modernisation, la sécurité, la qualité de travail et de vie dans les collèges. Cette année, c'est 3 millions d'euros, j'arrondis, qui aura été dépensé dans les différents collèges du département. Nous aurons à venir, alors un peu en 2013, mais ce sera plus en 2014, 2 très gros dossiers sur lesquels je voulais attirer votre attention. Le plus gros financièrement, c'est le collège de Riez, entièrement restructuré, le coût prévisionnel aujourd'hui de 10 millions d'euros, entièrement à la charge du département. S'il n'y avait plus de département, qui le ferait? Vous pensez que l'État ou la région le ferait? Moi, j'en doute. Et deuxièmement, on a perdu du temps sur ce dossier parce qu'on a des problèmes fonciers, de refus de voisins. Le collège Borelli, on va enfin y arriver, j'espère.
à le restructurer, à implanter un gymnase, et là, l'ordre de grandeur est de 5 à 6 millions d'euros, donc 2013 j'espère pour Borelli, 2013-2014 pour Yes. Nous continuerons, nous avons été pionniers, maintenant ça se généralise dans les écoles primaires, dans les maternelles parfois, dans beaucoup de collèges en France. Et nous sommes heureux d'avoir été un peu pionniers, tout ce qui est l'équipement informatique et numérique. Nous allons dans les 3 années, 2012, 2013, 2014, renouveler entièrement le matériel informatique qui date parfois de 3-4 ans seulement. Pour une somme d'1,1 million, on est maintenant bien rodé. On travaille avec les profs, avec les élèves, avec les parents d'élèves quand ils s'y intéressent, pour correspondre le mieux possible aux besoins de l'enseignement et de la vie scolaire. Et puis nous continuons notre travail sur ce qu'on appelle les espaces numériques de travail, où là, nous sommes maintenant avec les 19 collèges du département équipés. Et puis dernier point que je voulais évoquer, après on pourra ouvrir la discussion, parce que je ne veux pas allonger trop mon exposé, les routes. Évidemment, toujours les routes. Je suis heureux de voir que de plus en plus, on nous dit, à nous les conseillers généraux, on me dit à moi, le président du conseil général, ah quand même, le réseau routier, ça va mieux, ça s'est sacrément amélioré, c'est plus sûr, c'est de meilleure qualité. Bon, c'est l'effort fait considérable depuis des années, déjà même avant que nous soyons en responsabilité et que nous avons accru. Bon, il reste toujours à faire. Je me bornerai, pour ne pas être trop long, il y a beaucoup de chantiers dont on pourra parler, à rappeler, mais Gilbert Sauvant avait fait le point il n'y a pas longtemps, la reconstruction du pont du Château. Chacun ici sait à quel point il est dangereux, il est étroit, il y a d'ailleurs eu malheureusement des accidents, peut-être plutôt dus à une faute de conduite qu'à autre chose, mais enfin quand même. Nous avons espéré pendant longtemps, quand je dis nous, c'est la commune du Chaffaut qui a été patiente, la communauté de communes, le département, que l'État, lorsqu'il parlait encore du barreau autoroutier, prendrait à sa charge le pont du Chaffaut. Il n'y a plus de barreau autoroutier, il n'y a pas de financement du pont du Chaffaut par l'État. C'est donc le Conseil général et la région qui restent solidaires malgré ses propres difficultés, qui l'ont pris en charge. C'est 4 millions d'euros, 4,5 millions d'euros hors taxes. Et les travaux ont commencé, vous l'avez vu. On en est maintenant aux fondations. Il y aura la construction des piles, la charpente, le tablier, mais Gilbert avait fait le point là-dessus. Et donc, la mise en service devrait être faite au tout début 2014. Et puis nous avons un autre dossier extrêmement important sur lequel nous avons commencé à travailler, c'est le pont de Manosque, en fait le pont de la RD 907 sur la Durance. Il faut savoir que le pont suspendu actuel, qui est un bel ouvrage technique, on en a beaucoup dans le département, on peut rendre hommage aux ingénieurs, à nos anciens, il a été fait en 1939. Et déjà en 2012, on a constaté qu'il y avait quand même quelques interrogations sur des dégradations, donc on a dû limiter la vitesse à 50 km/h, limiter le tonnage, et donc les services se sont posé la question de savoir ce qu'on pouvait faire. Donc il y a 2 solutions, la réparation de cet ouvrage d'art vétuste et réduit, qui naturellement coûterait nettement moins cher que de faire un pont neuf. L'ordre de grandeur estimé est à peu près du simple au double. À peu près 5 millions d'euros pour une réfection, 11 millions, voire 12 millions d'euros pour un nouveau pont qui serait construit à l'amont immédiat du précédent. Ma préférence, la préférence de Gilbert Sauvant, des élus, de Roland Aubert, va, après réflexion, à la construction d'un nouveau pont. Parce qu'on garantit l'avenir pour longtemps. Parce qu'en plus, ça simplifiera beaucoup la vie des usagers qui pourront utiliser l'ancien pont pendant qu'on construit le nouveau. Parce qu'on arrivera à ce qui serait difficile sur l'ancien pont, à faire des circuits, comme on dit maintenant, pour les modes de transport doux, c'est en français normal pour les piétons et pour les vélos. Voilà, simplement, c'est une charge très lourde, donc j'ai sollicité la municipalité de Manosque et la région en leur demandant d'apporter une contribution à la hauteur qui sera possible pour que le département ne supporte pas seul ces 11 800 000 euros. Voilà, mesdames, messieurs, pour le département.